Merci beaucoup de votre accueil à tous. En venant ici, j'ai l'impression de venir dans une oasis de la vie dans la vérité, parce que selon l'expression de Václav Havel. Et par rapport au thème de cette matinée, je me suis interrogé en me disant, et moi, quel est cet autre qui a été une chance pour moi, qui m'a envoyé pour essayer de partager avec toutes mes ambivalences, bien sûr, une société de confiance, une société juste. Et je ne peux pas ne pas rendre hommage au petit garçon que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans à Lourdes, qui avait un très lourd handicap, une infirmité motrice d'origine cérébrale, et qui m'a fait entrer dans ce que j'appelle maintenant le présent d'éternité, qui m'a envoyé finalement sur le plan politique. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons ces rencontres qui nous ont humanisés, qui nous ont envoyés. Nous avons, notre cœur a vu un jour quelqu'un, le pape Benoît XVI parle du programme du bon samaritain comme étant un cœur qui voit. Donc moi j'ai rencontré Cédric et il m'a rempli d'une immense joie et aussi d'une force. Et puis il y a un autre qui n'en a jamais rien su, qui est un monsieur non-voyant. Le 5e jour de pèlerinage de 5 jours habituel à Lourdes, le premier que je faisais, sur la salle de transit, je me disais, voilà, j'ai vécu dans cette oasis, allez, c'était donc à Lourdes, des moments les plus beaux de ma vie, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'avais un grand cafard adolescent, et un monsieur non-voyant, m'entendant parler à Cédric, a poussé un cri, il a dit, ah, la jeunesse de Lourdes, qu'elle est belle, si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. Et cette parole m'a rejoint très profondément. Et je me suis dit, qui suis-je? À Lourdes, j'avais rencontré Cédric. C'était un écrin pour la rencontre. Mais dans ma ville de l'époque, à Toulon, en croisant un petit garçon en fauteuil roulant, j'aurais pas osé m'approcher, j'aurais détourné peut-être le regard. Et voilà la décision que j'ai prise grâce à ce cri de ce monsieur d'être jeunesse de Lourdes en France. C'est ce qui s'est passé au tout début, il y a maintenant plus de, combien, 34 ans, je crois. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à fonder À Bras Ouverts. Voilà, je voudrais donc faire le pont entre ce que vous avez déjà travaillé sur cette culture de la vulnérabilité qui fait que nous sommes envoyés par, au fond, l'école anthropologique que constituent ces personnes fragiles, que nous sommes tous. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate, a dit le pape François. Et tandis que son prédécesseur, le pape Benoît XVI, disait que la question sociale est radicalement devenue anthropologique, désormais. C'est dans La charité dans la vérité. Aujourd'hui, et c'est la raison d'un livre que j'ai écrit, Le temps de l'homme, il y a comme une humanité au pied du mur. Il y a quelques dizaines d'années, des lanceurs d'alerte nous ont dit « Attention, humanité, nous sommes devenus tellement puissants sur le plan industriel, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Quelle planète allons-nous léguer aux générations futures? Une terre habitable, un air respirable, une eau potable ?» Mais une autre question se pose aujourd'hui, que l'homme a mis le doigt sur le tout premier commencement de l'existence, à partir du moment où, en Chine, depuis quelque temps, on a conçu des embryons transgéniques qui ne naîtront pas, dit-on, des futurs peut-être bébés OGM, à partir du moment où il y a quelques mois au Mexique a été conçu pour la première fois un bébé avec 3 parents génétiques. Vous avez entendu cette histoire, un bébé d'origine jordanienne, un médecin d'origine chinoise travaillant aux États-Unis et qui est allé au Mexique parce que c'est illégal aux États-Unis pour bien sûr répondre à une souffrance puisque la maman est porteuse d'une anomalie génétique qui se transmet par les mitochondries, c'est-à-dire le cytoplasme de ces ovocytes. Eh bien, on a énucléé le cytoplasme d'une donneuse, on a mis le noyau de la mère demandeuse et voilà un bébé qui a été conçu avec 2 femmes et un homme. Première transgression de cette parité originelle dont nous sommes tous issus. Et vous voyez, si aujourd'hui je travaille avec d'autres sur cette notion d'écologie humaine, c'est pour que, face à l'immense et magnifique puissance de l'humanité dans le domaine des biotechnologies, nous ayons la sagesse et l'humilité d'accueillir en profondeur notre identité.
Jacques Attali, dans une tribune de Sled.fr qui m'a beaucoup frappé en janvier 2013, a dit que par rapport à toutes les agitations qu'il y avait en France sur tel ou tel sujet de société, il y avait au fond des questions derrière beaucoup plus fortes à ses yeux, à cause de la quête d'immortalité, de la quête d'égalité, disait-il, notamment entre hommes et femmes, et, disait-il, de la perspective de l'utérus artificiel, la matrice artificielle, ou l'ectogénèse, le fait de fabriquer des enfants, pense-t-on plus tard, dans des machines. Et j'ai été récemment confronté sur France Culture à une chercheuse, directrice de recherche au CNRS, qui, quand j'ai prononcé le mot de grossesse, m'a dit « Non, non, ça sera bientôt plus qu'un vieux souvenir, un mauvais souvenir pour les femmes », a-t-elle dit. Alors bien sûr, ça vous choque, ça vous surprend, et ce n'est pas forcément pour demain, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans la toute-puissance scientiste, une partie de l'humanité et des hommes et des femmes intelligents imaginent qu'il faut échapper à certains éléments qui nous semblent permanents. Alors je suis allé rechercher dans mon histoire, dans notre histoire personnelle, quels seraient les murs porteurs de notre identité d'homme. Quel serait le lieu où nous avons cette chance que l'autre nous apprenne à construire une société vraiment humaine. Qu'est-ce que c'est, je le dis maintenant, j'ai peur sinon de ne pas vous le dire, qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité? Faire preuve d'humanité. Quand on dit que quelqu'un fait preuve d'humanité, c'est qu'il s'est penché sur un plus fragile, un plus faible, qu'il ne l'a pas écrasé, qui peut-être il lui a pardonné, il a fait preuve d'humanité. Bon, d'où vient cette humanité? Alors, je commencerai par ces murs porteurs, je vous parlerai un tout petit peu de la France, et ensuite de l'affrontement, le bras de fer qu'il y a entre une écologie humaine et puis le fantasme prométhéen de cet homme augmenté qui s'affranchirait de lui-même. Les murs porteurs, moi je suis allé regarder dans mon histoire, dans la nôtre, eh bien, la maternité universelle. C'était une évidence, mais ça mérite maintenant d'être travaillé et défendu. Nous avons tous séjourné longtemps dans le corps d'une autre, une femme. Et quand on creuse ce qui s'est passé, il y a là un mystère qui est à proprement parler stupéfiant. Cette émergence de notre corps dans cette biologie maternelle qui fut un espace hospitalier. Il y a une hospitalité biologique qui tranche avec le rejet du corps étranger que nos physiologies savent organiser pour nous protéger. Mais nos mères ont inhibé ces défenses immunitaires pour accueillir cet autre que nous étions, bardé des gènes paternels. J'y vois la source de l'anthropologie du don. Nous sommes reçus d'une autre, et celle qui fut notre chance pour construire la société, c'est d'abord nos mères. Même, quand bien même elles n'ont pas été parfaites, il n'y a pas de mère parfaite, et même si elle nous a peut-être rejetés, même s'il y a eu un déni de grossesse, ça peut arriver. À Alliance Vita, on accueille des femmes qui, parfois, ont accouché sans même savoir qu'elles étaient enceintes, tellement cette hypothèse aurait été pour elles une souffrance. Elles ont quand même été physiologiquement accueillantes. Et Martin Buber, qui est un philosophe juif, a écrit du XXe siècle, a écrit dans son Moïse sa réflexion à propos de la bénédiction, en disant comment se fait-il que la mère de la tribu soit plusieurs fois enlevée dans l'histoire biblique des commencements. Et il s'est dit, c'est sans doute que la bénédiction qui vient du Père, traditionnellement chez les Juifs pratiquants, cette bénédiction que le Père, spécialement avant sa mort, donne à ses fils, c'est que cette bénédiction vient par la substance corporelle même de la mère. Et déjà, dans cette maternité, on peut méditer la présence de ces quatre fondamentaux de notre existence humaine, que sont bien sûr notre corps physique, le psychique, les émotions du bébé qui sont à la fois fusionnelles vis-à-vis de celles de sa mère, mais qui sont également très autonomes. L'enfant rêve, l'enfant peut s'évanouir dans le sein maternel, il verra le jour au travers du corps maternel au 7e mois. Il a toute une vie très spécifique et il est bien sûr très impacté par les émotions maternelles, et même beaucoup plus encore qu'après la naissance. Si le compagnon aimé de sa mère meurt pendant la grossesse, on sait que l'impact est beaucoup plus fort encore sur celui qui a cette vie intense intra-utérine, psychique, intellectuelle. Déjà, il va pleurer dans la langue maternelle, le nourrisson,
ce qu'il a entendu de la voix de sa mère et peut-être de son père, encore plus grave si par hasard ce père, en nouveau père, lui a parlé et avant sa naissance. Et puis spirituel, le mystère bien sûr de cette vie spirituelle déjà présente. Donc méditer la maternité, c'est méditer l'anthropologie du don. C'est ressaisir qu'on ne s'est pas fait tout seul. C'est méditer aussi, en tant qu'homme et femme, notre identité. Je crois qu'il y a tout ce travail à faire, justement, face à ceux qui imaginent qu'un éclatement de la maternité serait légitime. Et il existe déjà. C'est frappant, j'ai entendu cette histoire de cette Américaine qui avait attendu des triplés par gestation par autrui, et voilà que le commanditaire lui a demandé une réduction embryonnaire. Ça s'est fait. Enfin, ça s'est demandé. Et elle a refusé. Ses entrailles maternelles ont refusé cette réduction embryonnaire, mais on lui a enlevé ses 3 enfants à la naissance, contre son avis, parce qu'elle avait signé un contrat. Et c'est dans des livres de science-fiction, hein. C'est dans le meilleur des mondes. Hein. On enlèvera les enfants à leur mère comme on enlève les œufs aux poules. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il y a à méditer la puissance de cette maternité et au fond, qui nous renvoie tous, hommes ou femmes, à nos entrailles. Moi, je ne vous parle pas tellement avec ma tête, j'essaie de plus en plus de réfléchir avec mes entrailles. Voilà, parce que c'est mon corps aussi qui est présent et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas de Skype et qu'on se parle avec nos corps, même si des auditeurs peuvent nous entendre autrement. J'ai été très frappé de voir que dans ce débat qu'il existe en France autour de la gestation par autrui, des personnes très diverses par leur sensibilité et leurs convictions ont pris la parole pour défendre cette maternité. Et je pense à Marie-Jo Bonnet, qui est la fondatrice des Gouines Rouges, qui est du MLAC, mouvement très féministe, et qui est très ancré dans un courant de pensée qui n'est pas forcément le mien, mais qui a dit à ce propos « Toute femme est maternelle ». Même celles qui ne peuvent ou ne veulent donner la vie, dit-elle, est maternelle, ne serait-ce que, dit-elle encore, sur le plan spirituel. Elle rejoint Gertrude von Lefort, cette mystique allemande qui dit en substance, de manière bien sûr plus détaillée, la même chose et qui nous fait peut-être réfléchir, grâce à la maternité, sur ce que distingue fortement les hommes et les femmes et qui nous apprennent aussi à accueillir ces différences. Deuxième mur porteur, qui lui aussi est très attaqué, la famille comme écosystème durable. Et si j'en parle à propos de l'autre, c'est parce que aussi cette famille, c'est le lieu d'émergence de cette anthropologie du don dont je parlais tout à l'heure, puisque on dit parfois aux adolescents, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais enfin si, on vit d'abord d'amour, de lait maternel, et puis d'eau fraîche, on a besoin. Voilà les éléments les plus vitaux. Sans amour, on voit les dégâts causés aux enfants. Bon, pensons aux enfants sauvages, mais pas seulement. Hein. Voilà, on a besoin d'amour pour vivre, et c'est la raison pour laquelle l'homme se trouve en se donnant. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que je pense que nous avons un choix anthropologique, qui est à la fois un constat, un choix et une parole prophétique. L'homme est-il un loup pour l'homme ? Et à ce moment-là, fuyons les uns des autres, et on le fait parfois, dans telle ou telle gare, dans tel ou tel métro, où ça a explosé, où l'homme se trouve en se donnant. Et alors, on partage ensemble nos prophétismes, et chacun d'entre nous est porteur aussi de cette société du don dans lequel il agit et qu'il construit. Voilà, c'est la raison pour laquelle, au sein de cette famille où les enfants ne se choisissent pas, naît la fraternité. Quel sens aurait une fraternité mise au fronton de nos mairies si elle ne se vivait pas d'abord au sein des familles? Quel sens aurait l'appel à la mère patrie s'il n'y avait pas déjà cette maternité? Quel sens aurait la loi s'il n'y avait pas ces pères aussi qui, à un moment donné, donnent la loi, exigent une forme de séparation de la mère et de l'enfant et structurent plus ou moins adroitement nos vies jusqu'à ce que cette famille, rampe de lancement vers la liberté, nous laisse enfin nous déployer. Il y a quelque chose à retourner sans doute dans notre regard sur la famille, que nous voyons trop souvent comme la structure fragile à protéger, comme si c'était le lieu de dépenses publiques, alors que c'est le lieu de la richesse publique. C'est la première structure politique. Que ce soit une famille biologique, peut-être une famille communautaire, on sait bien qu'il faut négocier, réfléchir pour respecter chacun.
Et avec des grands adolescents, quand il s'agit de faire une activité l'après-midi, de vacances, discussion, négociation, c'est l'art du meilleur possible entre les conjoints pour organiser des vacances, un programme, les heures de coucher, bien d'autres choses encore, l'endroit où on vit, où on habite. C'est vraiment une structure politique avec cette autorité originelle paritaire. La sacro-sainte parité, s'il y en a une, c'est là. Elle est originelle, elle est dans nos gènes, dans toute notre généalogie, c'est au sein de la famille, et je ne jette la pierre à aucune, bien sûr, famille, à aucune personne qui serait marquée, comme on l'est tous, par des fractures familiales. Voilà, il faut simplement reconnaître la souffrance là où elle est, et savoir qu'il faut à ce moment-là soutenir et compenser. Mais on n'a rien trouvé de mieux pour la famille. Et encore une fois, Marcel Yacoub, l'autre jour, sur France Culture, et dans son livre qui s'intitule La fin du couple, annonçait la nécessité d'enlever les enfants à ces familles, source, disait-elle, de discrimination. Alors, elle ne représente pas un courant de pensée qui semble majoritaire, mais toute une façon de voir qui peut se développer et qui considérerait la famille comme le lieu par essence de l'aliénation. Ça m'a été souvent dit, ça vous a peut-être été dit. Et en tant que père imparfait, et sachant qu'il n'y a pas de père parfait, bien sûr j'entends les critiques. Je vois la nécessité de faire le point parfois sur tout ce qu'on a reçu qui n'est pas ajusté. Mais je vois aussi le risque d'une société qui ne voit plus à quel point c'est la famille qui nous explique. C'est la famille qui est à la source de toute politique, village, famille de famille, nation, famille de famille de famille, etc. Et si les économistes qui ont voulu mesurer le produit intérieur brut d'une manière réelle, en y intégrant le travail volontaire et gratuit, ont découvert que 64% du PIB, si on le calculait ainsi, est développé au sein même des structures familiales. Et le plus souvent par les femmes. C'est vrai. Et donc cette richesse, cette prospérité se déploie, et vous le savez, quand on voit que la famille est l'amortisseur de crise par excellence. Mais certains amis de pays du Sud m'ont dit « Mais ta famille à toi, regarde, en France, cette famille, elle est rabougrie, elle est desséchée. Tu défends la famille nucléaire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait de ses cousins dans la peine? Dans mon pays, disent-ils, on ne laisse pas un cousin à la rue. » Donc cette famille, bien sûr, c'est une famille qu'il faut voir dans toute sa dynamique. Au demeurant, j'ai entendu un Africain au congrès Humanum à Rome, où il y avait autour du pape François des représentants de 14 religions et familles spirituelles, dire, ça m'a beaucoup frappé, à quel point la monogamie était une source pour lui d'admiration. Elle fait, disait-il, de tout homme un roi, de toute femme une reine, de tout enfant un prince ou une princesse, et de tout domicile un palais. La souveraineté de l'alcôve familiale, du domicile, qui fait dire aussi au pape François dans Laudato Si' à un moment que dans ces taudis, dans ces quartiers surpeuplés et très difficiles des pays du Sud, où il y a tant de misère, et aussi peut-être dans notre propre pays, la façon dont les habitants prennent soin de leur domicile, de leur logement, est signe de la dignité de l'homme, et accroît encore cette dignité. Et on voit à quel point il y a là une souveraineté fondamentale qui est aussi le lieu de l'humanité au sens où je l'ai exprimé tout à l'heure. On prend soin du plus faible et du plus fragile du début à la fin. Vous connaissez cette problématique, et notamment les élus le connaissent bien, des aidants de proximité, de première ligne, ceux qui parfois portent le double fardeau de 2 générations, les personnes devenues dépendantes ou les plus jeunes, et qui prennent soin et qu'il faudrait parfois, si on le voulait les remplacer par 3 professionnels, tellement ils se donnent, avec le risque d'ailleurs de sombrer dans la maltraitance ou l'épuisement, le burn-out, s'ils ne sont pas relayés par des personnes qui les aident. Il y a là donc à ressaisir que cette famille durable est extraordinairement féconde pour notre société, on pourrait le développer très longtemps. Elle est également fondamentalement attaquée. J'ai hésité à vous lire, mais je vais quand même le lire, parce qu'un jour j'étais chez Ruquier, invité avec ses chroniqueurs, et il y avait Yann Moix qui était là, et dès que, je ne l'ai pas écrit ça, mais je vous le dis parce que c'était quand même frappant, dès qu'il m'a vu, il a insulté ma mère.
Et je ne le connaissais pas vraiment. Le public a sifflé. Au montage, ça a été coupé parce que l'émission doit être quand même respectueuse des invités. Mais après, j'ai trouvé la 4e de couverture de son livre Naissance, qui est prix Renaudot 2013. Et d'ailleurs, ce que je vous lis, écoutez, il y a à réfléchir. Hein. 4e de couverture. La naissance ne saurait être biologique. On choisit toujours ses parents. Naître, c'est semer ses géniteurs. Non pas tuer le père, mais tuer en nous le fils. Laisser son sang derrière, s'affranchir de ses gènes, chercher, trouver d'autres parents spirituels. Naître biologiquement, c'est à la portée du premier chiot venu, des grenouilles, des huîtres. Naître spirituellement, naître à soi-même, c'est à la portée de ceux-là seuls qui préfèrent les orphelins aux fils de famille, les adoptés aux programmés, les déviances aux descendances. Toute naissance est devant soi. C'est pas totalement faux, c'est très bien écrit, c'est pas totalement faux. Hein. C'est-à-dire qu'on a dans nos histoires des rencontres qui nous font naître ou renaître spirituellement, mais il y a un parti pris d'une humanité hors sol, où nos gènes seraient notre malchance, où ces autres seraient comme à récuser. Et comme souvent, c'est autobiographique d'après l'auteur de ces lignes qui, visiblement, il le dit, a beaucoup souffert et considère avoir été maltraité au sortir même du ventre maternel. Et de même que ceux qui sont à la source de cette idéologie de l'humanité hors sol, souvent expriment des souffrances à entendre très profondes et très violentes. Hein, Michel Foucault, un grand intellectuel français, qui donnait à ses étudiants comme thème de travail la famille névrotique, c'est-à-dire la famille tout court. Mais lui-même disait que son œuvre était autobiographique. Alors je ne jette pas à nouveau la pierre, mais je vois à quel point il y a ce risque d'une idéologie qui voit dans la famille l'aliénation suprême au lieu d'y voir ce point de départ de tous nos développements. Et puis, je ne vais pas trop le détailler, mais il y a aussi, 3e mur porteur, à réfléchir à ce sexus, ce que j'appelle, moi, le sacré sexe. C'est-à-dire, ce lieu, cette clé de voûte de notre organisation sociale liée à justement cette maternité et cet écosystème durable, ce fait que, pour paraphraser Lionel Jospin, l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Je ne suis pas à moi tout seul l'humanité, ça me rabat le caquet. J'ai besoin d'une autre. Et ce mystère du sexus qui fait que, et là j'utilise, pardon, c'est peut-être un gros mot, ou ça fait peut-être mal, ça nous fait peut-être mal, j'en conviens, hein, la fidélité sexuelle comme un lieu absolument structurant, qui combat ce que le sociologue Zygmunt Bauman nomme la société liquide. Ce grand risque que nous nous liquéfions dans les relations fugaces et éphémères qui fait que nous finissons, et les plus jeunes en souffrent beaucoup, par se demander qui va me plaquer, quand est-ce que je vais être abandonné. Alors que l'engagement fidèle est absolument structurant. J'ai entendu des personnes nier, en ministre en exercice, nier la souffrance provoquée par les fractures dans nos familles qui existent. Eh bien, je le redis, il ne s'agit à nouveau pas de jeter de la pierre, mais nier la souffrance des enfants, prétendre ils s'adaptent, sans voir ce qu'ils ressentent, c'est nier l'essentiel. Car il n'y a peut-être pas de pire souffrance que de nier la souffrance de quelqu'un. Il y a eu un livre, heureusement, qui a été publié par Agathe Fourniou à propos des enfants du divorce, qui disait à quel point il fallait reconnaître cette souffrance intense ou très intense que ressentent des enfants ou des adultes quand leurs parents qui s'aimaient se séparent et ne parviennent plus, n'arrivent plus à s'aimer. Et donc, à nouveau, mesurer que c'est ce qui structure la société, ces murs porteurs qui vont nous aider à éviter cette liquéfaction, cette atomisation. Ce que Gilles Herrière-Dubreuil, qui a confondé avec moi le courant pour une écologie humaine, appelle une société individualo-collectiviste. Comme s'il n'y avait plus que des individus flottants, et puis ayant des normes leur tombant d'en haut qui les gouverneraient comme des marionnettes à coup de fiscalité ou d'autres choses, comme s'il n'y avait pas cette structuration issue de la famille et dont témoignent encore des villages, etc. Un enracinement. Alors je regarde sur ces 3 sujets. Je vous ai dit l'essentiel. Je crois que oui, pour ce que je voulais vous en dire. Alors à partir de là, je suis allé chercher nos racines et la contradiction qui peut être apportée à Yann Moix, cet homme hors sol qui devrait se faire tout seul,
c'est celle de l'enracinement, selon les mots de la philosophe Simone Veil, hein, qui dit que tout être humain se reçoit, je ne la cite pas exactement au mot près, mais se reçoit de multiples enracinements. Alors là, ces enracinements, ils sont humains, et c'est ces autres aussi dont nous parlons pour construire la société comme une chance pour nous. Hein. C'est bien sûr nos parents, mais toutes les personnes que nous avons rencontrées, nos enracinements géographiques, nos enracinements dans une nation, dans une culture, dans une communauté, dans une foi. C'est toutes ces racines, ces multiples racines qui nous apprennent la liberté. Quitte à ce qu'à un moment donné, nous ayons le souci de légèrement tailler ce qui peut-être fait jaillir en nous des choses pas justes, qui peuvent être un peu empoisonnées. Ça peut arriver dans nos histoires et dans nos racines. Alors j'ai parlé des racines un peu biologiques, et là je voudrais parler plus des racines de notre nation. Parce qu'en me baladant pas mal, notamment en 2013 en France, je suis comme tombé amoureux de la France, en me disant quelle stupéfiante nation, quelle résilience en France, où à la fois le travail des déconstructeurs, auxquels je ne voudrais pas pour autant jeter la pierre du fait de leur grande souffrance personnelle, eh bien, ce travail n'a pas éteint une sorte de flamme. Pierre Manant, lorsqu'il a écrit après les attentats son petit essai Situation de la France, a pris soin, il me l'a dit, de mettre à plusieurs reprises dans son essai le mot providence. Donc, mystère d'une providence sur l'histoire, que je ne voudrais pas bien sûr instrumentaliser, car ça demeure un mystère, mais les choses qui arrivent par surprise n'arrivent pas forcément par hasard. Et il y a quelque chose qui se lève dans notre pays, qui est marqué par la découverte ou la redécouverte de ce que je crois être une forme, si vous me permettez l'expression, mais elle n'est pas théologique, hein, de l'âme de la France. Qu'est-ce que serait l'âme de notre pays? Terre de culture, au pluriel, extraordinaire, très fondamentalement marquée par l'anthropocène, c'est-à-dire la marque de l'homme. Quand on se balade en avion au-dessus de la France, c'est un pays jardiné, c'est un jardin. Donc il est là avec nous aujourd'hui. Ce jardinage que nos ancêtres ont fait de notre pays, qui le différencie beaucoup. Le Grand Nord canadien, ou même le Canada dans son ensemble, a encore des fleuves qui changent de leur lit en cours d'année, d'une année sur l'autre. Il y a beaucoup d'espaces très très sauvages. En France, c'est très jardiné, et il y a comme une communion entre les constructions de notre patrimoine et puis les rochers, les forêts qui restent, qui sont souvent d'ailleurs plantées, etc. Un pays de culture. Voilà. Peut-être ça va vous paraître tarte à la crème, hein, 1000 fromages, 1000 vins, ça ne veut pas dire n'importe quoi, c'est très incarné. Mais c'est aussi et naturellement le pays de la personne. C'est le pays dont le Conseil d'État considère que la dignité est ontologique à l'être humain. Et vous savez, c'est le fameux arrêt de Morsan-sur-Orge, où on considère qu'une personne qui, du fait de son handicap, est jetée dans la foule, c'est une affaire de lancer de personnes de petite taille, bien qu'elle soit protégée, bien qu'elle soit consentante, bien qu'elle soit rémunérée, il est légitime pour le maire d'interdire cette attraction de foire en raison de la dignité humaine. Et que la dignité, ta dignité, ne m'indiffère pas. Et je suis la dignité, nous en avons à nous en rendre compte les uns devant les autres, c'est ontologique, c'est l'être humain. Et le pays de la personne, la France, la douce France, résiste encore et toujours à l'envahisseur par rapport au matérialisme anglo-saxon sur ces sujets. Ils ont d'autres qualités, j'en disconviens pas. Il n'y a pas de banque de sperme de prix Nobel ou d'ovocytes de top modèle comme il y en a aux États-Unis, et pour reprendre des stéréotypes du genre, bien sûr, contestables. On ne vend pas les produits du corps humain en France. Et en France, jusqu'à maintenant, on n'accepte pas cet éclatement de la maternité, même si malheureusement les lois ne sont pas forcément à la hauteur de ce qui se passe sur ce sujet. Il y a en France le souci de la personne. Et je ne vais pas le détailler non plus, mais la galanterie française est d'ailleurs un savant équilibre, un savant ajustement sur cette distinction homme-femme. Les femmes se servent en premier, elles ne sont pas debout derrière la table. Et ça dit quelque chose aussi de cet héritage des siècles, avec cet amour galant, courtois, etc., où progressivement on a essayé de compenser la violence trop souvent masculine par des codifications fines de notre culture. Et la France est aussi le pays de l'universel. Bien sûr, on nous traite, je parle de temps en temps dans des pays francophones avec des pincettes parce qu'on voit débarquer le beau parleur français et l'arrogance française, mais il y a quelque chose en France qui est le souci de ne pas s'en laisser compter et de rayonner. La France, a dit le Conseil d'État à propos de la gestation par autrui, n'a pas à se caler sur le moins-disant éthique. Il y a quelque chose encore en France qui nous pousse à rayonner.
dans notre histoire. Et tant mieux. Bien sûr, il faut aussi que nous ayons l'humilité qui va avec, ce qui n'est pas toujours le cas. Je regarde ce que je voulais vous dire sur la France. Oui, tiens, je vais vous... Non, j'hésitais à parler de ça, mais je ne vais pas le faire, non. Non, non. Si, bon, vous insistez. Le public est... Ben, vous ne voulez pas être déçu, parce qu'effectivement, c'est la pause. Deux Britanniques se baladant en France sous Louis XV avaient cru devoir décrire les Français. Alors, regardez bien, écoutez ce qu'ils disaient. Laurent Sterne, très sympa, disait que les Français étaient loyaux, braves, généreux, spirituels et de bonne humeur, polis à l'excès et finalement trop sérieux. Voilà, ça vous fait rire. Et eh bien, Thomas Smollett, qui était un Écossais peut-être un peu moins bon vivant, disait la chose suivante: les Français sont écervelés, paresseux, gourmands, vaniteux, ignorants, bavards, impertinents, vantards, salaces et dignes en tout point d'être comparés à des singes. Mais si je vous le dis, c'est pour vous détendre, mais aussi parce que c'est comme un choix. C'est pas faux ce que dit le deuxième par certains aspects. J'ai un ami canadien qui m'a dit, pour moi, la France, c'est le pays de la pornographie. C'est dégueulasse quand on voit ce que vous publiez, ce que vous montrez, etc. Et puis il m'a dit, mais j'ai vu ce qui se passait en France. Et un de ses amis lui dit, non, 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 regarde ce qui se passe en France. Regarde toujours ce qui se passe en France. Voilà. Donc, Hervé Juvin, à propos de l'écologie humaine, a rapporté un témoignage qui m'a marqué et qui parle justement de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. À propos d'une jeune fille qui a vu arriver sa camarade de classe voilée et qui était très peinée, très troublée par la prise de voile, entre guillemets, pardon de l'expression, de sa jeune adolescente, pour des raisons à la fois spirituelles et sans doute identitaires, et qui demande à sa mère: et maman, mais nous, qui on est? Et sa mère lui répond, c'est dans l'histoire: je vais demander à ton père. Bon. Et quelques jours après, la mère revient avec son père et lui dit: ça y est, on en a discuté, ton père et moi. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien. Voilà la question. Et alors, justement, est-ce que vous avez remarqué qu'après les premières séries d'attentats, on a montré une école de la Fondation Espérance Banlieue, une école Alexandre Dumas à Montfermeil, des préfabriqués, qui existait depuis 2012, depuis très peu de temps. On l'a montré, les médias l'ont montré, à un endroit où nous étions comme en échec avec nos systèmes habituels. Voilà des personnes qui s'étaient engagées et qui était appuyé, je le sais, vous le savez bien, sur cette anthropologie du don dont je parlais, sur ces murs porteurs dont je parlais. Et là, il se passait des choses extraordinaires. Et là, il y avait même, comble du ridicule, la levée des couleurs, la levée du drapeau. On associait les parents, les familles aux récompenses, on prenait soin de chacun, et des élèves qui étaient très perdus dans l'enseignement un peu plus classique, là, trouvaient des réponses. Voilà, vous connaissez la Fondation Espérance Banlieue, je vois que beaucoup opinent. Eh bien, quelques mois plus tard, nouvelle salve d'attentats, et là on fait appel non plus à un slogan je suis Charlie, qui était quand même sacrément réducteur et qui a fait, on le sait malheureusement, beaucoup de victimes en Afrique dans des retours de bâton sur ceux qui touchaient ou marquaient très profondément des personnes qui se sentaient agressées. Et là on a sorti le vieux slogan du XIVe siècle, devise de Paris, et puis on a ressorti les drapeaux. Et ce qui était ridicule est devenu une source. Voilà. Dans l'épreuve, je vais aller chercher la source la plus profonde, mes racines les plus profondes, pour que je puisse déployer mon existence en sachant d'où je viens. Et il y a quelque chose de ce mystère de la France qui se joue aujourd'hui encore, où ces racines chrétiennes, sujets de débat, de confrontation, d'idéologie, etc., sont devenus pour beaucoup un mot recours désormais. D'où venons-nous? Comment pouvons-nous devenir? C'est Jean Vanier qui utilise cette formule, c'est quand je ne peux m'ouvrir qu'en creusant mon identité. C'est en creusant son identité qu'on peut seulement s'ouvrir, y compris s'ouvrir à l'autre. Et moi, j'ai retrouvé, j'ai partagé une allégorie qui est celle du mycélium, pour essayer de comprendre la vitalité d'une société. Vous savez, le mycélium, c'est la face cachée du champignon. Quand on voit un rond de sorcière dans une prairie permanente, on sait qu'au temps favorable, et parfois après l'aridité, jaillissent des manifestations sous forme
de ces champignons éphémères et spectaculaires, mais qui disent la vitalité de ce qu'il y a dessous. C'est ce qui se vit qui est plus important que ce qui se voit, y compris dans la construction de la société. Et ce mycélium, je crois que ce mycélium d'écologie humaine, c'est ce qui construit aujourd'hui notre société, ces oasis de vie dans la vérité. Václav Benda, dissident tchécoslovaque au temps du communisme, avait fait circuler sous le manteau des petites notes où il exprimait à quel point il fallait occuper tous les espaces qu'un pouvoir totalitaire laissait vacants pour y instaurer, disait-il, la vie dans la vérité. C'était la formule de Václav Havel. École, lieu spirituel, revue, lieu culturel, engagement humanitaire, initiative sociale. Il y a une vitalité, un foisonnement extraordinaire de ce mycélium d'écologie humaine. Pour la première fois au monde, on a découvert la plus grosse structure vivante jamais trouvée. C'est un mycélium dans l'Oregon, dans les années 2000, 5,5 km de diamètre, 600 tonnes si on pouvait l'arracher à l'humus, ce qui est, grâce à Dieu, impossible, et 2400 ans, et qui continue de grandir aux périphéries. Quand le cœur est sclérosé, c'est aux périphéries que la société est fécondée et continue de se déployer. Et je crois que c'est ce mycélium d'écologie humaine qui, aujourd'hui, est une promesse pour notre société. Benda disait qu'il ne s'agissait pas donc de s'affronter brutalement avec un pouvoir totalitaire, mais d'humaniser ces structures, pour qu'il y ait ce qu'il appelait la fusion des deux cités. Voilà. Que progressivement, sans craindre, et beaucoup le font, l'engagement personnel, politique, on essaie d'humaniser, de vivifier ce qui semblait sclérosé et mort, et le vivifier, je pense, par ces murs porteurs sans cesse à construire. Il est si facile de déconstruire, il suffit de tout casser. Et les déconstructeurs n'ont pas forcément à être d'accord ensemble, il suffit qu'ils expriment une forme de rage douloureuse pour casser ce qui leur semble aliénant. Alors pourquoi est-ce si nécessaire aujourd'hui de développer cette écologie humaine? Parce que, je le disais au tout début, nous sommes face à un bras de fer anthropologique, un bras de fer eschatologique. À ma gauche, Homo sapiens, basique, hommes et femmes, avec, comme ça a été présenté tout à l'heure, ces trois limites propres à la condition humaine. Le temps compté, je commence plutôt par le corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable. La mort, qui est le cachet de notre humanité. Voilà, ces trois limites, dures limites aussi, parce qu'elles sont frustrantes et difficiles. La mort survient comme un scandale, nos corps vieillissent et doivent être accueillis tels qu'ils sont, et le temps me manque. Mais comme ça donne du punch à notre matinée. Et en même temps, ces limites, c'est le lieu de notre interdépendance. Nous avons cette magnifique perspective d'avoir étendu notre fraternité, notre solidarité, pour ne pas dire notre charité aux générations futures. C'est magnifique, ça c'est grâce au temps. Voilà. Donc à ma gauche, l'homo sapiens basique, et à ma droite, un fantasme, le cyborg, l'organisme cybernétique, l'homme qui serait affranchi de lui-même. Je vais essayer j'ai envie de vous donner envie de lire, mais je voudrais quand même vous l'expliquer tel que je le ressens. René Girard avait théorisé magnifiquement ce système du bouc émissaire, qui cycliquement l'humanité décrit celui d'entre nous qui est la cause de tous les maux, MAUX, pour l'éliminer et afin de pacifier notre angoisse. Ceux qui aiment le cinéma ont vu dans Master and Commander cet officier un peu fragile qui finit par être éliminé par son propre suicide parce qu'il est considéré comme la cause de tous les maux. Peut-être que dans notre pays, et à nouveau je ne veux pas jeter la pierre, les bébés porteurs de trisomie avant la naissance sont comme l'archétype aujourd'hui de ceux qu'on élimine, croyant qu'il faut pacifier la société du malheur qu'ils occasionneraient. Et ce sont un peu comme nos boucs émissaires. Peut-être qu'en Asie, ce sont les femmes. Il manque 80 millions de femmes en Inde et en Chine parce qu'elles sont considérées comme source de malheur à la naissance pour leurs parents, vous le savez, et à nouveau, regardons la peine qui provoque ce type de réaction. Et si l'homme devenait son propre bouc émissaire? Et si, pour s'affranchir de ses limites, pour échapper au temps, au corps et à la mort, on n'avait pas ce grand fantasme transhumanisme qui vise à aboutir à ce qu'ils appellent le point de singularité où nous serons enfin nos propres créateurs. C'est terrible de le voir et de le dire, mais les théoriciens
du transhumanisme. Voilà, normalement, il m'aurait greffé un bras surnuméraire pour pouvoir ouvrir mon livre tout en tenant mon micro et me grattant la tête. Mais les théoriciens du transhumanisme sont des très grands scientifiques et vivent la science et vivent la technique. Sans technique, beaucoup d'entre nous, peut-être tout le monde serait mort. Parce que nous n'aurions pas... Nos grands-mères, l'une au moins d'entre elles, seraient mortes en couche avant nous, etc. Donc, vive la technique. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui se passe. Le très grand découvreur de la structure de l'ADN, le co-découvreur, Francis Crick, voilà ce qu'il dit. Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. Et il poursuit, accrochez-vous, hein, s'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Ça, c'est une philosophie qui voit dans le faible et le fragile l'ennemi de l'homme. Mon ami Philippe Pozzo di Borgo, que je suis allé voir à l'hôpital à Nantes pendant longtemps, nous a dit, il s'est laissé filmer aussi en disant cela, approchez-vous de moi, touchez-moi, moi l'intouchable, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Mais si vous supprimez au debout de la vie les plus fragiles, c'est vous-même que vous supprimez. Et du coup, celui qui vous parle, c'est pas quelqu'un qui... Vous ne voyez que la face émergée de mon iceberg, je dirais. Je suis debout sur toute ma misère, mes fragilités, mes limites, mes peurs, mes doutes. C'est ça qui m'envoie, qui nous envoie à nous parler et construire cette société. Car nous sommes interdépendants, bienheureuse interdépendance. Dès la procréation, et ne serait-ce que pour un verre d'eau aujourd'hui, il faut de la technologie. Un monde mondialisé est encore plus marqué par l'interdépendance. Et donc c'est un choix. Dans le temps qui me reste... Non, merci beaucoup. Je ne suis pas trop desséché. Quelques clés pour construire cette société d'écologie humaine. Je les dis rapidement et il faudrait pouvoir les détailler. Défendre notre fort intérieur. Habiter ce fort intérieur, ce lieu de silence et de liberté. Ce sanctuaire inviolable de notre conscience. L'habiter pour ne pas nous laisser robotiser, pour exercer vraiment cette liberté. Philippe Pozzo a encore dit, après de nombreux mois, couché, quand il a écrit « Toi et moi, j'y crois », je n'avais pas encore assez fait silence dans ma vie pour y trouver une pertinence. Le fort intérieur, et je vous offre peu de silence, là j'en ai conscience. Deuxièmement, nouer des liens avec les plus fragiles. Face à Teilhard de Chardin qui évoquait la noosphère comme la fine pellicule de pensée humaine aboutissant à la fraternité universelle, et certains ont vu qu'il annonçait Internet. Moi, je vous propose, sans être un spécialiste, de faire descendre ces noosphères dans l'humus. Des pauvres, vous en aurez toujours. Et dans cet humus, d'y trouver l'homme, le tressaillement de joie du premier-né d'entre les morts, du Christ lui-même, qui dit, en présence de l'Esprit Saint, Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Et là, on ne sera pas trompé sur qui est l'homme si on s'accroche aux plus fragiles et que, contrairement à la critique de Tocqueville qui considérait que les Français aimaient beaucoup les pensées générales, eh bien, descendons en humanité et là, on ne pourra pas se tromper pour construire cette société. Retournons au corps, face à la société écranique, au corps tel qu'il est. Assumons-nous davantage comme des salades que comme des ordinateurs. Je le dis de manière un peu provocante, bien que je suis très choqué quand on dit que les gens sont des légumes, bien sûr. Il n'y a pas de légumes parmi nous et il n'y en aura jamais jusqu'au dernier souffle. Au demeurant, il y a un principe de vie dans le végétal, dans l'animal. Il y a un principe de vie chez nous, la vie, la mort. Et nous sommes des organes, nous sommes pour des réseaux organiques et pas pour des réseaux informatiques. Nous ne sommes pas les machines que les transhumanistes croient que nous sommes lorsqu'ils nous imaginent comme programmables, reprogrammables, améliorables et lorsqu'ils pensent que nous devons nous affranchir de notre corps pour conquérir la liberté. Voilà, ce sanctuaire de notre corps où siège notre liberté et aussi qui nous permet d'exercer la tendresse, le pardon. Le corps n'est pas seulement ce qui nourrit un cerveau, c'est le lieu aussi de la relation, être de relation. Et puis, opter pour l'humain dans nos choix de vie. Trop d'entre nous, moi le premier, sommes si sensibles au regard de notre caste qu'on a du mal à l'ouvrir lorsqu'il s'agit de défendre le plus fragile.
eh bien, c'est un enjeu majeur de société. Trop de jeunes n'osent pas choisir l'homme dans leur choix de vie parce qu'il y a un surmoi parental qui fait qu'il faut faire comme on a toujours fait. Et je vois qu'aujourd'hui, dans notre pays, les jeunes générations sont désormais très décomplexées, notamment chez les chrétiens, dans les choix qu'ils font de l'homme prioritaire par rapport à l'idée de carrière ou l'idée de ce qu'il faudrait faire. Voilà, j'ai terminé en citant à nouveau Václav Havel, lorsqu'il dit que ce n'est pas dans un ailleurs et un lointain qu'il faut construire la société, mais c'est dans un ici et maintenant. Nous sommes, vous êtes tous, responsables politiques, entrepreneurs de l'humanitaire et travailleurs sociaux. Et c'est en reliant les oasis de vie dans la vérité que les tisserands que nous sommes tissent cette société où l'autre est une chance et jamais un loup, où l'autre est vraiment une chance pour chacune de nos vies. Je vous remercie. Notre très cher ami Tuik Dual tout à l'heure, qui nous a parlé de cette humanité et notamment de l'ambivalence qu'il pouvait y avoir sur la technique et en sa façon de questionner l'homme, nous a rappelé que certains ont vu chez Teilhard de Chardin et sa noosphère, enfin, on a vu dans Internet quelque part une sorte d'incarnation de cette noosphère de Teilhard. Vous savez, la noosphère, c'est la sphère de conscience qui s'est construite au-dessus de la biosphère. Et moi qui suis un entrepreneur de l'Internet, un ingénieur, Internet, on l'a construit au départ pour interconnecter les machines et des documents entre eux avec le web. Et en fait, très vite, les hommes s'y sont précipités pour s'y interconnecter eux-mêmes. Vous savez, les réseaux sociaux, où j'ai plein d'amis virtuels. On a construit le village global. C'est un village dans lequel je reste connecté avec ma communauté, où qu'elle soit dans le monde. Et cette communauté, j'y ai plein d'amis, ils sont nombreux. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Et dans ce village global, la relation à l'autre, elle est parfaite. Il y a beaucoup de récompenses quelque part, parce que je vais poster des choses, mais les choses que je vais dire vont être commentées, vont être aimées, vont être likées, vont être partagées. Je vais peser ma popularité au nombre de mes likes, d'une certaine manière. Et puis mes amis aussi, ils partagent leurs expériences, leurs lectures, leurs destinations de voyage, les conférences qu'ils ont vues, les films, etc. Les articles de presse qu'ils ont lus. Et ça m'intéresse parce que, quelque part, ça me nourrit aussi. Je comprends mieux ce que fait ma communauté par rapport à toutes ces informations qu'elles échangent. Et pour nous aider à faire ça un peu mieux, les réseaux sociaux ont développé des algorithmes, ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation. Ils vont regarder ce qu'une communauté en particulier partage en son sein, les articles qui ont le plus de chances de me plaire, de me correspondre. Et c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif, c'est-à-dire que collaborativement, on va filtrer le monde d'une certaine manière pour me présenter ce qui a le plus de chances de m'intéresser. Et avec ça, je vais me retrouver d'une certaine manière à voir le monde d'une certaine manière, qui est la manière dont ma communauté voit ce monde. Alors c'est très vrai sur les articles de presse, sur les analyses qu'on peut lire, mais aussi sur les événements auxquels je vais être invité. Comme par hasard, les événements qui vont être poussés sur mes réseaux sociaux, j'y suis intéressé et j'y vais. Ce qui est logique, ils ont été filtrés par ma communauté, par mes amis. Les lieux de destination de vacances, les livres intéressants à lire, les films à voir, voilà. Et rien n'échappe quelque part à ces algorithmes qui viennent à chaque fois plus angler le monde d'une certaine manière. Un peu plus récemment, on a vu les robots journalistes commencer à écrire, et du coup à écrire pour moi, ou à écrire pour le cluster, c'est-à-dire la catégorie de personnes à laquelle j'appartiens, le groupe, la communauté à laquelle j'appartiens. Donc le monde qui va m'être présenté va être de plus en plus sympa pour moi, parce qu'il correspond vraiment à ce que je pense, ça me renforce beaucoup dans mes opinions, dans mes valeurs, dans mes codes. Et les algorithmes ont été plus loin. Les algorithmes de recommandation me recommandent maintenant des personnes avec qui je devrais être ami. Donc ça marche très bien. J'ai travaillé quelques années chez Viadeo, on faisait ça. LinkedIn fait la même chose.
où en fait, on va chercher à vous présenter des gens que vous devriez connaître parce qu'ils ont fait les mêmes études que vous, ils ont travaillé dans les mêmes entreprises, dans le même secteur industriel, dans la même ville, ils suivent les mêmes influenceurs. Et donc, on va être amené à se connecter avec et à agrandir notre communauté de gens qui sont comme nous, qui sont passés par les mêmes expériences. Et tout ça crée un espace rassurant, en fait. C'est très confortable, à la fois intellectuellement, à la fois socialement. C'est très stable, c'est très bienveillant à l'intérieur de cette communauté. Et puis il faut dire ce qui est, quand je sors de ça et que je vais dans le vrai monde, je vois des choses violentes, parfois agressives. Il y a un monde un peu égoïste, comme ça, qui est très individualiste. Et puis, il y a ce relativisme qui a un peu tout balayé, c'est-à-dire que plus rien n'est vrai, donc si plus rien n'est vrai, chacun a sa propre vérité, donc tout se vaut, et si tout se vaut, rien ne se vaut. Donc je suis un petit peu perdu par rapport aux valeurs que je peux porter, aux choses auxquelles je crois. Alors que dans ma communauté, quelque part, on a des valeurs, n'est-ce pas? On a un code social qu'on partage, on a une forme de vérité qu'on partage entre nous. Et ce qui est logique, parce qu'on voit tous le même monde, vu que ce filtrage collaboratif nous présente tous la réalité d'une certaine manière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cette communauté dans laquelle je trouve cette espèce de renforcement de ma façon de penser, la communauté a tendance à se replier du coup sur elle-même et à se renforcer dans ses façons de penser. Et au plus ces communautés se renforcent, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Au plus elles s'éloignent l'une de l'autre. Au plus ces groupes, ces communautés se clivent, divergent, ne se comprennent pas. Et c'est logique qu'elles ne se comprennent pas, parce qu'elles ne voient pas le même monde, elles n'ont pas les mêmes raisonnements, les choses qui circulent entre elles ne sont pas les mêmes. Donc les lunettes qu'elles portent sur le monde sont très différentes des lunettes que je porte sur le monde. Et à la fois, je trouve un espace rassurant au sein du groupe de personnes qui pensent comme moi, autant je trouve bizarre, étrange, incompréhensible parfois ces autres groupes avec qui j'ai peu d'interaction. Et ce qui se passe assez vite, on se retrouve à ne pas comprendre les valeurs de ces autres, à ne pas comprendre leurs codes sociaux, à ne pas approuver les commentaires qu'ils mettent sur les articles. Et je pense que si vous avez passé un peu de temps sur ces réseaux et sur ces sites, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue entre ces groupes-là. Par contre, il y a des insultes, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de caricatures. On va poser une étiquette sur leur front et les choses s'enveniment d'une certaine manière. On a réduit en fait les autres communautés qu'on ne comprend pas. Et systématiquement, on est en désaccord sur beaucoup de points. Et j'étais frappé par une expérience récente qu'a pu faire Tugdual, c'est passé hier ou avant-hier, où il avait émis une opinion un peu forte, un peu virile même, d'une certaine manière, où il avait affirmé son droit à parler sur un sujet auquel certaines personnes n'auraient pas voulu qu'il s'exprime sur ce sujet-là. Et il a utilisé le mot de tweet lapidation pour exprimer ce qui était arrivé suite à cette prise de position. C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment d'avoir été lapidé par les mots. Il a reçu des centaines, je crois que c'est 700 ou 800 messages injurieux, l'insultant, voulant l'empêcher de parler, parce qu'il avait pris cette position. Et d'une certaine manière, vous voyez, la question que je suis en train de poser, c'est est-ce que ces réseaux dits sociaux, quelque part, ne sont pas en train de devenir anti-sociaux? Est-ce que on n'est pas là, en fait, dans un cauchemar, dans une forme de cauchemar, ou l'inverse de l'espérance dont on parle ici, dans l'autre est une chance pour moi, mais c'est l'autre est un danger pour moi, mis à part celui qui est dans ma petite communauté qui a artificiellement été créé. Parce que ce village global, il est devenu une sorte de superposition de communautés virtuelles, vous voyez, qui finalement n'interagissent plus entre elles. Voilà. Donc, ce cauchemar, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une espèce de vivre ensemble dans un monde de clones? Est-ce que ce cauchemar, c'est pas une espèce de vivre ensemble au milieu de gens qui me ressemblent et finalement dans lequel ça fait du bien d'être? Évidemment, l'espérance va à l'inverse de ça. L'espérance, elle passe bien sûr par l'altérité.
Et ici, à Tressin, vous savez mieux, et vous l'avez entendu depuis ces 2 ou 3 jours de colloque, à quel point l'altérité, la rencontre avec l'autre, fonde vraiment l'être humain. Je parle de l'autre qui est différent de moi. Parce que l'autre qui est différent de moi, seul, il va me permettre de bousculer mes préjugés, de me décentrer, de regarder le monde sous un angle de vue que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Seul l'autre va me forcer à m'ouvrir. Et vous le savez, parce que vous l'avez entendu sur tous les exemples que vous avez eus depuis 2 jours, que c'est d'autant plus vrai que cette rencontre est physique, incarnée. C'est-à-dire que l'autre, sur les réseaux sociaux, je peux assez facilement couper la conversation, fermer l'écran, le débrancher de ma liste d'amis, alors que l'autre que j'ai physiquement présent devant moi, je ne peux pas le débrancher, je ne peux pas faire fi de sa présence. Je suis obligé de, quelque part, trouver une solution à cette présence qui seule peut, à un moment donné, s'opposer à ma toute-puissance, que je ne trouve pas dans ce monde virtuel. Cette rencontre avec l'autre, par contre, du coup, elle est perçue comme étant risquée, parce qu'elle est risquée pour mon confort social, pour mon confort intellectuel. Elle est risquée, d'autant plus si elle est physique, d'ailleurs, si c'est une vraie rencontre dans la vraie vie. Elle est risquée, mais évidemment, elle est vitale. Elle est vitale parce qu'elle me maintient en vie, elle me bouscule, elle me déséquilibre, et du coup, elle me permet d'avancer. Et du coup, la réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui, et qui est la réflexion qu'on essaye d'avoir avec Entourage, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer de construire un réseau qui utiliserait ces technologies qui en soi ne sont pas mauvaises, ce qu'on pourrait appeler une forme de technologie positive, et qui aurait comme vocation de pousser à la rencontre avec un autre qui est très différent de moi, si possible une rencontre physique dans le vrai monde. Voilà, on fait le pari, en tout cas c'est le pari qu'on fait chez Entourage, de faire se rapprocher 2 mondes qui globalement semblent très éloignés l'un de l'autre et qui pourtant partagent la même géographie, le même village local, le même trottoir. Les réseaux sociaux dont j'ai parlé m'ont fait croire que quelque part j'étais plus proche de Steve qui est à San Francisco que de Raoul qui est devant chez moi sans abri. Les personnes SDF qui sont sur nos trottoirs, donc on les croise tous les jours. Alors c'est d'autant plus vrai dans les grandes villes où ce phénomène a malheureusement explosé depuis les 10 dernières années. Il y a plus 50% sur les 10 dernières années, indépendamment des vagues migratoires dont on vient de parler. Et en particulier d'ailleurs qui jettent les femmes de plus en plus nombreuses sur ces trottoirs en fait en tant que femmes SDF. Juste une petite aparté sur ce sujet. Donc les femmes avec les enfants, il faut savoir que l'an dernier, sur tous les appels de femmes au SAMU social, au 115 pour trouver un hébergement, 50% de ces appels étaient des primo-appels. C'est-à-dire que c'est toute une population qui est en ce moment, de façon exponentielle, en train d'arriver dans la rue. Donc ces personnes SDF qui sont sur les trottoirs, on les croise tous les jours. Et dans ces grandes villes, bien souvent, on n'a pas le temps, on est pressé, on détourne le regard, on ne sait pas trop quoi faire. On aimerait bien faire quelque chose pour elles, mais on est un petit peu embarrassé. Du coup, voilà, on évite un petit peu le sujet et on ne se sent pas très très bien avec ça. Et ces personnes-là, elles sont absentes de ce village global dont je parlais tout à l'heure. Elles n'ont pas de réseau, elles ne sont pas connectées, elles ne sont pas dans ce système, cette communauté dont je parlais tout à l'heure. Cyril, qui est un ancien maître d'hôtel, et que j'ai eu l'occasion d'interviewer et de travailler avec lui au démarrage du projet Entourage, me disait, moi je vois 3000 personnes passer tous les jours devant moi. Sur les 3000, il y en a 2 qui me disent bonjour. Ou Pierrot, qui est maintenant relogé à Valgiros à Paris chez les captifs, mais à l'époque je l'ai rencontré, il était dans la rue. Et Pierrot me dit, la solitude ça tue. Un bonjour ça vaut 100 sandwichs. Il parle en sandwich. Et on réalise pas ça. On pense sandwich aussi, nous, quand on pense aux personnes SDF. On ne pense pas la solitude ça tue. Laurent, qui travaille avec moi chez Entourage au comité de la rue, en fait, qui nous aide à construire un dispositif. Laurent dit, nous sommes invisibles pour les gens, on ne nous regarde pas.
Donc il y a une souffrance exprimée qui est forte, qui est première par rapport à l'idée qu'on peut en avoir, qui est de dire ces personnes, elles ont besoin de 2 € d'un sandwich ou d'une couverture, elles ont d'abord besoin d'exister, d'avoir un prénom, d'être regardées, d'être saluées, d'être reconnues, d'être réinclus dans ce réseau de relations. Et du coup, le rêve qu'on fait, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, de créer un réseau bienveillant autour, avec ces personnes. C'est un réseau qui permettrait de faire des actions ensemble dans la vraie vie. Donc, faire un ciné, l'emmener à un tournoi de Scrabble qui est organisé par la mairie, voilà, l'aider dans une démarche de papier s'il y a besoin de faire cette démarche. Et pour ça, on a lancé ce réseau Entourage, qui essentiellement est le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. C'est un réseau social sur téléphone mobile, parce que l'idée c'est de bouger le riverain, et donc il faut qu'il est dans la poche pour pouvoir à un certain moment l'utiliser et s'en servir. Et ce qui fait que vous avez dans la poche un moyen d'action qui vous permet, lorsque vous êtes en relation avec une personne SDF, de faire appel à de l'aide autour de vous. Ça peut être une aide de voisins que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont engagés dans cette même démarche. Parce que c'est parfois difficile d'avoir une action tout seul quand il y a des problèmes objectifs. C'est un réseau dans lequel on va trouver également toutes les associations, tout le secteur social qui fait un super travail à la fois d'urgence et à la fois de réinsertion auprès de ces personnes-là. Parce que certains sujets ne peuvent pas ou ne doivent pas être traités par les riverains. On ne va pas transformer par un outil collaboratif les citoyens en travailleurs sociaux. D'accord ? On n'est pas en train de ubériser le secteur, on est vraiment en train de dire le grand public peut et doit travailler dans la relation avec ces personnes de la rue pour créer ce réseau, réhumaniser le truc, et c'est très complémentaire avec le travail social. Donc dans le réseau que j'ai dans ma poche, je peux, d'une certaine manière, trouver des solutions à des problèmes que j'arriverai sans doute pas à régler simplement avec les voisins. Voilà. Donc le but, c'est de rapprocher les gens du quartier, de rapprocher les gens dans une action qui se trouve dans la vraie vie, avec une personne de la rue, pour une invitation à la rencontre. Donc on a lancé la première partie de ce réseau il y a 1 an, auprès des associations uniquement, pour être certain d'embarquer les associations dans le projet. Il y en a déjà près d'une 50aine qui l'ont rejoint dans 15 villes en France. Montréal vient d'ouvrir avec deux associations là-bas, Bruxelles également. Et depuis quelques semaines, on a déployé de façon expérimentale dans 2 quartiers de Paris, pour commencer, la version grand public. Et donc là, c'est assez passionnant parce qu'on commence à voir comment les gens s'en emparent, comment les gens agissent, changent leur comportement vis-à-vis des personnes de la rue qui croisent tous les jours. Et il se passe déjà pas mal de belles choses. On a vu une femme, par exemple, qui avait elle-même vécu dans la rue il y a quelque temps et qui disait « mais les femmes, elles ont des tas de problèmes de peau dans la rue, de dessèchement, etc. » Et sur Entourage, elle a lancé une collecte pour essayer de récupérer des échantillons auprès des pharmaciens de crème pour les femmes de la rue. On a vu Alain, qui est un policier, et qui, lui, dans son travail de policier, tous les jours, côtoie ces personnes, et était, quelque part, se sentait impuissant face à des situations de détresse qu'il pouvait croiser. Et en fait, on le voit très actif dans Entourage, parce qu'il trouve un moyen, quelque part, de dire les choses qu'il faudrait faire pour certaines personnes qui croisent, et du coup, de recréer des liens auprès d'eux. On a eu Charles, qui est une personne SDF depuis de nombreuses années, qui a vu une dizaine de personnes lui souhaiter son anniversaire, le jour de son anniversaire. Ou Dauphine, qui organise un café solidaire avec eux. Donc c'est très encourageant. La chose que je voudrais dire, c'est que Entourage, ce n'est pas un réseau d'aide, Emmanuel nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est un réseau de relations. Et la relation, c'est gagnant-gagnant en général. Et je vais maintenant parler un petit peu de une deuxième partie de mon intervention, sur le fait que c'est pas seulement pour recapitaliser une personne SDF qu'on fait ça, mais c'est aussi pour transformer le riverain. Parce que cette rencontre, c'est une expérience à vivre, et c'est une expérience qui transforme. Et c'est une partie importante qui est compliquée à expliquer, parce que d'une certaine manière, comme toute expérience, il faut d'abord la vivre pour véritablement la comprendre. Et tous les gens qui ont fait cette expérience-là nous font le retour, reviennent véritablement bouleversés par ce qui s'est passé. Je vais donner quelques petits exemples, mais il y en a beaucoup, sur pourquoi et comment cette rencontre avec une personne SDF que je croise tous les jours peut m'apporter beaucoup. Il y a une chose importante, c'est que dans la vie, on vit assez rarement l'instant présent.
On est très souvent embarqué dans nos histoires passées, à refaire un peu le film de ce qu'on a pu faire, ou à nous réfugier dans nos souvenirs, ou alors en train de projeter l'avenir, ou en train d'anticiper les choses qu'on voudrait faire, ou des problèmes. Et on est relativement peu présent à ce qui se passe ici. Ces personnes SDF, leur passé il est souvent fait de violence, de rupture et de choses assez désagréables. Elles n'ont pas du tout envie de s'y réfugier. Et leur futur, elles ne le voient pas. Elles sont souvent coincées dans le présent, à l'inverse. Elles sont dans un mode de survie. Où vais-je dormir de façon sécurisée? Comment vais-je manger aujourd'hui? Et quand vous rencontrez une personne qui vit dans le présent et que vous êtes jamais dans le présent, instantanément, elle vous ramène à votre propre présent. Et là, je fais une petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui êtes chrétiens, c'est que ce présent, c'est le seul endroit où véritablement on peut rencontrer le Seigneur. C'est le cardinal Newman parlait du 8e sacrement, qui est le sacrement de l'instant présent. Et cette rencontre avec mon instant présent, d'une certaine manière, qui est ramené par cette rencontre, est quelque chose qui est souvent assez une expérience forte. Deuxième petite raison, ou un petit temps que je voudrais vous proposer, c'est que très souvent dans nos liens sociaux, on interagit à travers ce que j'appelle un masque social. Je vais me présenter avec mon job, avec mon diplôme, je suis ingénieur, je suis médecin, ou ma situation sociale, je suis père de famille, je suis directeur, je suis ceci, ou j'ai fait tel exploit. Et on est très rarement soi-même, véritablement. On cache nos vulnérabilités, etc. Essayez d'arriver avec votre masque social auprès d'une personne qui n'a rien, qui elle est complètement à nu et ne peut pas prétendre. Vous vous rendrez compte très vite qu'il ne sert à rien. Vous n'avez pas, bonjour, je suis directeur de la banque, ou on s'en fout, quoi. Et en fait, tomber son masque social et permettre une vraie rencontre de vulnérabilité à vulnérabilité, d'homme à homme, quelque chose qui peut être vrai du coup, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ça fait un bien fou. Il y a une troisième chose, troisième petit exemple, mais je pense qu'on pourrait en trouver 50. C'est l'histoire de pauvreté. Une des raisons pour laquelle j'ai peur ou je me sens pas très à l'aise d'aller voir ces personnes-là, c'est par cette situation d'extrême pauvreté qui évidemment renvoie à mes peurs de me trouver dans cet état-là ou à mes peurs de mes propres pauvretés. Et du coup, cette pauvreté, c'est quoi la pauvreté assez radicalement? La pauvreté, c'est être dépendant des autres en tout. Ces personnes SDF, elles dépendent des autres sur tous les sujets, pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, pour se réinsérer. Elles vont être dépendantes des décisions que vont prendre l'assistante sociale, de l'association qui va passer par là. Donc elles sont entièrement remises aux autres, en fait à nous. Et ça, c'est la vraie pauvreté. Le riche, c'est celui qui n'a pas besoin des autres, enfin, qui croit qu'il n'a pas besoin des autres. Le riche, c'est celui qui va se sécuriser par lui-même, voilà, sur tous ces sujets. Et que ce soit économiquement ou même d'essayer de se sécuriser par son réseau social, par sa bonne santé, par son diplôme, par toutes ces choses-là. Et le riche, à un moment donné, se met dans une situation où il se croit être en autarcie et ne plus être dans cet état de dépendance. Sauf qu'évidemment, et vous ici à Tressin, vous le savez, la pauvreté est ontologique. On est tous pauvres, on est tous dépendants des autres. Et c'est ce qui nous rend humains. Donc en réalité, aller toucher cette pauvreté et y compris affronter ses propres pauvretés, sa propre dépendance, c'est une opération qui humanise. Et en fait, cette humanité, elle manque dans nos villes. Donc ce qu'on espère avec Entourage, d'une certaine manière, c'est qu'en créant cette démarche, on va aider à humaniser tout le monde. Donc en fait, il y a un gagnant-gagnant de la relation. C'est pas, encore une fois, je le répète et je le martèle, c'est pas un réseau d'aide aux SDF. On n'est pas en train d'aller leur infliger de l'aide en disant t'es toujours celui qui a besoin d'aide. D'ailleurs, tiens, voilà un sandwich. Je t'ai même pas demandé ton nom, mais ça c'est une petite histoire. Je vais vous raconter. J'avais Eric, qui était un gars qui était en face de mon travail quand je travaillais chez Criteo à Paris. Et un jour de l'hiver 2014, il faisait très froid ce soir-là. Et je rentre chez moi le soir, il faisait nuit déjà, et Eric m'offre un fromage, un super fromage emballé
voilà, qui sortait de chez le fromager avec le prix dessus et tout. Donc je le remercie, je lui dis écoute merci, j'aime beaucoup le fromage. Et puis il me dit tiens, prends du pain aussi. Je dis non Eric, t'es gentil, j'ai du pain chez moi, là il faut que je marche 20 minutes, j'ai mon sac avec mon ordinateur. Ton fromage, merci beaucoup, mais je lui dis pourquoi tu me donnes tout ça? Il dit regarde, donc il ouvre son sac, c'était plein de nourriture, il me dit tu comprends, tout le monde passe et me donne un sandwich, et personne ne m'a demandé si j'avais faim, quoi. Donc, et alors lui il redistribuait, quoi. Donc, à la fois c'est super, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été pensés, il fait froid, il a probablement faim, je vais aller acheter quelque chose pour lui, je vais lui donner, etc. Donc il y a une belle démarche, il y a une belle impulsion, et il faudrait surtout pas croire, enfin je ne suis pas en train de dire de ne pas être généreux, hein, vous comprenez bien ce que je dis. Mais on a inversé le truc, c'est d'abord un homme, il a d'abord un prénom, il a d'abord peut-être envie de discuter, et puis peut-être qu'il n'a pas envie qu'on l'humilie en disant tiens, t'as forcément faim parce que t'es SDF et tu sais forcément pas te prendre en charge, quoi. Hein, donc il a peut-être envie d'être. Et s'il a faim, qu'il puisse le demander à ce moment-là. Mais voilà. Un autre petit exemple, et celui-là, c'est le pape François qui en parle très bien. Je suis revenu complètement transformé, bouleversé d'une expérience qu'on a faite il y a quelques semaines, où on a emmené 4000 personnes SDF de toute l'Europe aller voir le pape François à Rome. C'était juste le dernier week-end avant la fin de l'année sainte. Et donc on a été reçus dans la salle Paul VI avec ces 4000 personnes SDF. C'était un moment absolument incroyable. Et je ne peux pas vous redire tout ce que le pape leur a dit, parce que c'était très touchant. Ils ont prié il a demandé qu'ils prient pour eux. Mais j'ai extrait juste une petite chose de ce qu'il a dit que je vais vous livrer ici, parce que lui dit à ces personnes SDF, vous êtes là pour nous enseigner. Là, je cite François dans ce petit discours qu'il nous a fait. Enseignez-nous, à nous tous qui avons un toit, de la nourriture, des médicaments. Enseignez-nous à ne pas être satisfaits. Avec vos rêves, enseignez-nous à rêver à partir de l'Évangile, à partir de là où vous êtes, au cœur de l'Évangile. La capacité d'être solidaire est l'un des fruits que nous donne la pauvreté. Quand il y a beaucoup de richesses, on oublie d'être solidaire, parce qu'on est habitué au fait qu'on ne manque de rien. Quand la pauvreté te porte parfois à souffrir, elle te rend solidaire. Elle te fait tendre la main à celui qui vit dans une situation plus difficile que la tienne. Merci pour cet exemple que vous donnez. Enseignez la solidarité au monde. Donc le pape qui envoie en mission les 4000 SDF d'Europe en leur disant « Enseignez la solidarité au monde ». Et qu'est-ce qu'on en a besoin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on en a besoin? Voilà. Donc là, on est dans un environnement qui est chrétien, donc je vais quitter ma casquette de fondateur de ce réseau Entourage, qui n'est pas spécifiquement chrétien, qui est pour tout le monde et aconfessionnel. Et je vais vous parler en tant que chrétien. Donc ceux que ça heurterait ou qui ne le sont pas, c'est maintenant que vous pouvez sortir votre téléphone et télécharger l'appli Entourage, d'accord? Les autres, vous écoutez. Faites comme vous voulez. Donc en tant que chrétien, on sait que j'étais nu, j'étais affamé, j'étais assoiffé. Vous m'avez habillé, donné à manger et à boire. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc c'est Jésus qui nous parle. Donc on sait ça. Les actes de miséricorde qu'on doit faire. Mais il y a quelque chose de non suffisant et en tout cas qui doit être converti dans l'attitude qu'on prend en faisant ça. Et cette conversion, je vais revenir sur la joie de l'Évangile dont je pense on vous a parlé hier en disciples missionnaires. Dans la joie de l'Évangile, François nous dit, et c'est en 199, cet engagement ne consiste pas exclusivement en des actions, des programmes d'assistance. Ce que l'Esprit suscite n'est pas un débordement d'activisme, mais c'est avant tout une attention à l'autre. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre, non par nécessité, ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà des apparences. Voilà donc notre pape, qui est le pape des pauvres, et qui nous dit « Va contempler, va aimer. Il est beau, c'est une personne.
Il nous appelle à la révolution de la tendresse. En fait, François nous rappelle que dans son incarnation, le Fils de Dieu nous appelle à la révolution de la tendresse. Joie de l'Évangile 88. Le Christ nous restaure par l'amour, donc il nous invite à devenir comme lui, à propager de proche en proche cette restauration par l'amour. Devenez une chance pour l'autre, quelque part, c'est cette restauration par l'amour qui permet de devenir une chance pour l'autre. Mais il nous invite aussi à être restaurés par l'amour du Christ, que je vais donc rencontrer de façon très spéciale chez mon frère SDF. Et vous pouvez penser que j'ai interprété à ce moment-là ce qui est dit par le pape, mais en fait il revient dessus et il dit « Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux », donc là il parle des pauvres, dans la joie de l'Évangile, à les écouter, à les comprendre, à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer avec eux, à travers eux, pardon. Je travaille avec Anne Claire, qui a été femme SDF depuis ses 18 ans, et pendant 15 ans elle a vécu dans la rue. Elle s'en est sortie maintenant. Et Anne, elle est assez incroyable, parce que donc elle élève ses 2 enfants qui sont maintenant adolescents. Elle a une pension, elle vit de sa pension handicapée psychologique de par la violence qu'elle a subie quand elle était dans la rue. Donc, et elle a monté une association qui permet aux femmes de lutter contre la violence faite aux femmes et à ces femmes de s'exprimer, donc de se reconstruire. Pour Noël, elle va faire des collectes de cadeaux pour les autres. Enfin, elle passe son temps à essayer d'aider les autres alors qu'elle-même, elle n'a pas de moyens. Elle a un sourire permanent, elle a une résilience incroyable, alors qu'elle est en train de soigner un cancer qui est un cancer assez caractéristique des gens qui ont vécu dans la rue. Donc, et elle a une énergie absolument incroyable. Voilà. Anne n'est pas croyante. Et un jour, elle sort un livre qui s'appelle « Mes années barbares », où elle raconte sa vie. Évidemment, je lis ce livre, je le dévore en une soirée. Et ce livre, c'est un vrai coup de poing. C'était très, très dur à lire, parce que je connaissais par bribes un petit peu ce qui lui était arrivé, mais j'ai découvert cette femme qui a été violée dès l'âge de 6 ans par son frère, avec des parents qui n'ont pas trop voulu voir, les médecins qui l'ont laissé retourner chez elle, alors que clairement, son frère avait 18 ans. Donc, il l'a prêté à ses amis. Pour avorter, elle s'est un jour jetée de l'arbre sur son ventre en essayant de perdre le bébé, parce qu'elle n'était pas du tout en âge d'avoir un bébé. Donc des histoires absolument épouvantables. Elle fuit cette ambiance familiale à 18 ans pour aller se réfugier à Paris chez sa tante. Sa tante qui lui dit « Moi, je ne veux pas de ça d'ici, je ne veux pas de problème, donc cette nuit, tu restes là, mais demain, tu pars. » Et donc, à 18 ans, elle se retrouve dans un parking à La Défense, et 3 jours après, elle est violée pour la première fois, et puis voilà. Donc ce livre c'était un coup de poing, parce que quand je connais la personne, sa force de vie qu'elle a aujourd'hui, elle est plus vivante que beaucoup de gens que je peux croiser. Je l'appelle instantanément et je lui dis mais Anne, comment, je la prends au téléphone le lendemain matin, mais Anne, comment tu fais pour avoir ton sourire, pour avoir cette joie dans les yeux, pour vivre aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu là, quoi. Comment tu fais? Elle n'est pas croyante. Elle me dit j'avais le choix entre choisir la mort et choisir la vie. J'ai choisi la vie. Deutéronome 30. Donc Anne, qui n'est pas croyante, c'est l'Esprit Saint qui me parle, en fait. Ça peut être que l'Esprit Saint pour faire un coup pareil. Elle me cite un verset de la Bible sur fondamentalement l'acte qu'elle pose. Deutéronome 30 dit « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » D'ailleurs, elle est sortie de la rue par la force de la maternité. Elle a eu son premier fils dans la rue. Elle a vécu jusqu'à 3 ans avec son fils caché sous son manteau parce que les services sociaux voulaient le lui piquer. Donc en fait, elle a essayé de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'elle ait un enfant. Et c'est la deuxième grossesse où elle a trouvé la force vraiment pour donner une vraie vie à ses enfants, de sortir de la rue et de se reconstruire. Donc c'est la force de la maternité qui a sorti cette femme de l'enfer dans lequel elle a... Je vais revenir sur Entourage. Et puis, je vais conclure ensuite assez vite. Donc là, ce qu'on fait avec Entourage, c'est qu'on va faire en sorte que cette expérience de la rencontre, elle soit vécue par le plus grand nombre. Donc en fait, on va utiliser la technologie, c'est un prétexte, pour quelque part aller disrupter l'humain. L'innovation, elle va être là. Et cette expérience de la rencontre, l'idée, c'est que si on en fait un grand mouvement, et c'est pour ça qu'on veut véritablement toucher
l'ensemble de la population, et donc par des opérations de communication sur les réseaux un peu modernes, de façon un peu forte. Si on touche du monde, on pense qu'on peut aller mettre au cœur de nos villes, au cœur des rues, le mot fraternité qui est inscrit sur les mairies, qui est inscrit sur nos écoles. C'est-à-dire que c'est un mot qui a été oublié dans la plupart des discours politiques. Voilà. Ce mot fraternité qui a un vrai sens. Pour nous chrétiens, évidemment, vous savez que ce mot fraternité, ça a été le premier nom même de l'Église. C'est-à-dire que les premières communautés ecclésiales s'appelaient des fraternités, Adelphos. Donc, et forcément, on comprend cette fraternité parce qu'on vient d'un même père. Donc, on a un vrai ADN, on est greffé au Christ. Donc, on est véritablement membre de ce corps-là et ça a un sens fort, mystique pour nous. Mais dans la vie de notre République et dans cette vie, ce mot fraternité, il est inscrit là. Et on l'a au cœur de notre devise. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'en créant un vaste mouvement citoyen de changement d'attitude vis-à-vis des personnes SDF et en les entraînant dans ce réseau social qui pousse dans la vraie vie à la vraie rencontre avec la personne qui est différente, qu'on va faire du bien à cette collectivité. Je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est un petit peu ambitieux. Cette rencontre, elle est nécessaire à la fois pour les personnes sans abri. On va les recapitaliser d'un réseau de relations qui est essentiel dans la vie, c'est ce qui est humain. Mais aussi parce que cette rencontre est nécessaire pour nous tous qui avons un toit. Et je pense que vous l'avez compris par les exemples que j'ai donnés. Je me suis beaucoup appuyé sur François, le pape François, pour vous parler aujourd'hui. Mais je voudrais parler de quelqu'un qui m'est très cher dans ma vie spirituelle, qui est le curé de mon village. J'habite un petit village qui est au-dessus de Grenoble, à Saint-Martin-du-Riage. Et le père Jean-Baptiste Vian, dans son homélie, un jour sur la parabole du riche et de Lazare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'évangile, donc Lazare, c'est un pauvre qui est devant la maison du riche, qui festoie, et le pauvre, il a rien à manger. Les deux meurent. Puis essentiellement, le riche ne l'avait jamais regardé avant. Les deux meurent, et Lazare se trouve dans le sein d'Abraham, avec toute cette tendresse et cet amour. Donc le pauvre, Lazare. Et le riche, dont on ne connaît pas le prénom, meurt aussi et se retrouve dans le Sheol, et où il aimerait bien aller du côté de Lazare, mais il n'y arrive pas. Et le père Jean-Baptiste, il dit, en fait, le riche, il a... Le pauvre qui habite devant le portail du riche, donc là je cite une homélie qu'il a faite un jour. Donc, le pauvre qui habite devant le portail du riche, il a besoin du riche pour manger et pour se soigner. Mais Dieu a bien fait les choses. Parce que le riche, il a aussi besoin de Lazare. Sauf qu'il ne le sait pas. En tout cas, dans cette parabole, il l'ignore superbement. Et voilà le cœur de l'évangile des pauvres. C'est le riche a besoin du pauvre. Et pourquoi le riche a besoin du pauvre ? C'est pour ouvrir son cœur. Et c'est non pas que Dieu ait voulu que certains soient pauvres et d'autres riches, mais il se sert des pauvres qui sont pauvres par la faute des hommes, mais il se sert des pauvres pour ouvrir le cœur du riche. C'est ce qu'il appelle les ouvre-boîtes préférés ou les ouvre-cœurs de Dieu. Voilà, je vous remercie.